Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver sur KTO dans Lumière intérieure et de recevoir avec vous le journaliste, présentateur et écrivain Xavier Demoulin. Bonsoir Xavier Demoulin. Bonsoir Bénédicte. Bienvenue sur KTO. Merci, merci de me recevoir. On est heureux. On est bien. Ah, c'est vrai? Vous êtes bien installé? On est bien installé. Bon, c'est bien, tant mieux. Alors vous signez, je crois, je ne suis pas très forte en maths, mais je crois que c'est votre 13e roman avec Le chemin des gens perdus chez Flammarion. Et peut-être la question toute première que j'avais envie de vous poser, c'est que j'ai l'impression, j'ai lu, entendu, que votre parcours scolaire avait été plutôt pénible, je crois. Et je trouve ça assez beau et touchant de voir que vous signez un 13e roman avec une enfance marquée par la dyslexie. Alors, sauf que jusqu'à quel point l'enfance nous détermine et les débuts nous déterminent. Heureusement que, heureusement que non. Heureusement qu'il y a des portes pour s'échapper de certains cloisonnements ou de certains stéréotypes qui risquent d'enfermer certains enfants dans tel ou tel état. C'est-à-dire, si ça ne marche pas petit, ça ne marchera jamais plus tard, quoi. Heureusement qu'il n'y a pas de fatalité là. Donc si je peux être la preuve aussi que, oui, après des difficultés scolaires, dans l'apprentissage, dans la formation, dans la méthodologie qui n'était pas totalement faite pour moi, je pense que l'école dans son ensemble, entre 5 et 15 ans, 16 ans, c'était pas du tout mon truc. Ça l'est devenu à partir de 16 ans. Donc il y a eu un déclic. Il y a eu un gros déclic, une belle rencontre qui a tout changé en fait. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est là où on se rend compte que l'enseignement vraiment a un rôle clé. Moi, c'est une professeure de français qui s'appelle Odile Fayet qui m'a récupéré en seconde, alors que tous les profs me jetaient des cailloux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on disait à mes parents, mais lui, il fera jamais rien, mais madame, non mais... mes parents, ils s'arrachaient les cheveux, quoi. Parce que vous étiez agité, en plus j'étais agité, d'être... puis ça rentrait par une oreille, ça rentrait par l'autre, ça ne m'intéressait pas, quoi. J'étais pas là, en fait. J'étais pas là, j'étais ailleurs, j'étais dans une autre dimension, dans une autre vie, dans un autre cercle de ma vie, mais j'étais pas là où j'étais censé être, enfin, à l'école, quoi. Et puis les profs, ils m'emmerdaient, et puis c'était l'affrontement, quoi. Et puis un jour, il y a cette femme que je rencontre, et là, il y a une espèce de révélation, l'élève a un coup de foudre pour la professeure qui sait me regarder à l'époque comme aucun adulte ne m'avait regardé jusqu'à là, en me disant c'est bien ce que tu fais, et c'est bien qui tu es. Mais on peut, si tu veux, ensemble, essayer d'avancer d'un pas, puis d'un deuxième, et voir t'amener peut-être à progresser. Est-ce que ça t'intéresse de progresser? Mais j'aime bien déjà la base que tu as. Alors qu'on a passé mon enfance, c'est bien que j'avais 0 base. Donc d'un coup, il y a... C'est la surprise. Je vous dis ça, voilà, pour aller vite. Et donc, tout d'un coup, elle a capté mon intention. Et en fait, qu'est-ce qui s'est joué là? 2 choses très importantes dans la vie que j'ai appris, et ce dont ont besoin les gens, vraiment, les gens ont besoin de ça, avant toute chose, c'est de la reconnaissance, de la considération. La reconnaissance, de la considération, du respect, et après on peut emmener qui on veut où on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Le dialogue, il est possible à ce moment-là. On n'est pas braqué. Et donc là, il y a un dialogue qui s'est ouvert, et cette femme-là, elle m'a, comme je le dis souvent, remis au monde, recraché à l'univers, quoi. Et elle m'a réappris à lire et à écrire. Donc donner le goût des mots, donner le goût du beau, donner le goût de la verticalité. On a été dans les musées, on était dans les expositions, on a été... on travaillait, elle avait un enseignement très particulier, elle captait ses élèves, elle captait l'attention de ses élèves, et puis elle les emmenait avec eux. Et elle nous sortait, elle nous emmenait au théâtre, elle nous emmenait au musée d'Orsay. Enfin, je veux dire, elle essayait d'asseoir les fondations culturelles, prof de français en seconde, de ses élèves, en leur ouvrant un peu leur chakra, là, en leur montrant, voilà, regardez. Et ça, ça et ça. Elle sait combien elle a compté dans votre... Ah bah elle le sait, elle l'a su, après elle n'est plus là, hélas, elle n'est plus là, elle est morte. On s'est vu, en fait, on a continué à entretenir une relation, un lien intellectuel, de maître à élève, seconde, première, terminale,
Hippocane, Cannes, classe prépa, licence, et après, elle est morte assez vite, hélas. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai sa petite fille qui m'a écrit récemment, qui n'a pas connu sa grand-mère, et donc on doit se voir pour avoir un échange, elle et moi, et que je lui parle de sa grand-mère, et que je la rencontre. Voilà. Mais on le dit souvent, il faut tout un village pour élever un enfant. Je pense être parent, c'est aussi accepter que parfois le pouvoir se mette de côté, et puis que d'autres prennent le relais. Et elle, vraiment, elle m'a énormément recentré, apaisé. Et puis, elle m'a donné des clés, quoi. Lire et écrire, c'est des clés. Hein. Et vous dites qu'elle a Donc, vu quelque ça pour chose. dire franchement, de dernier de la classe, j'ai fini dans les premiers au lycée. Donc elle a... voilà, c'est le pouvoir magique d'un professeur sur un élève. Je ne suis pas le seul à qui s'est rêvé. Il y a plein de gens qui ont rencontré des profs qui ont littéralement changé leur vie. Vous avez dit tout à l'heure, elle a dit « j'aime ce que tu es et j'aime ce que tu fais ». Vous croyez qu'elle a repéré quoi Je sais pas. Je sais pas. J'ai 16 ans. À l'époque, moi... Vous sentez juste un regard positif. Je regarde, que quelque chose se passe. Et puis d'un coup, je lève la tête et puis il y a un truc qui se dit, tiens, ça m'intéresse. Et on me parle autrement. Et donc, on n'a pas un air affolé et effaré en me regardant en me disant, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui, quoi. Donc oui, 13e roman, après toutes ces années-là, c'est toujours une satisfaction, mais ces années-là sont déjà, elles sont loin, mais elles sont encore très présentes, parce que l'enfance, finalement, elle est toujours présente en nous, et c'est très important de rester connecté à elle, et à ses difficultés aussi. Et puis l'écriture, c'est vraiment grâce à elle. C'est elle qui m'a fait écrire mes premières nouvelles, voilà, et on a parlé de narration ensemble, on a été au théâtre plein de fois, enfin, on a construit des... Je dis elle m'offrait des livres tout le temps, à lire, lis ça, tiens, regarde, lis ça va te plaire. Et c'était pas qu'à moi, hein, je le faisais avec plein d'élèves en même temps. Et donc je pense souvent à elle quand je sors un livre, au tout début, quoi. Plus à ça qu'à ceux qui, avant, n'ont pas pu voir ou m'ont jeté des cailloux, en disant, lui... ma pauvre dame, en parlant à ma mère, il va aller perdre des profits, c'est pas grave, on la mettra dans la colonne des moins, quoi. Je pense pas à eux, c'est pas de la revanche, c'est pas un esprit de... J'ai dépassé tout ça. C'est vraiment plus de la reconnaissance. Et c'est pour ça que quand je vois sa petite fille qui m'écrit, ça m'a vraiment touché. Voilà. Ça s'appelle un chemin. Le chemin des gens perdus. Il y a aussi le chemin des gens qui se trouvent. À travers une rencontre. Moi, je voulais être écrivain et journaliste depuis tout petit. Le projet, il est clair. Donc journaliste, c'est sûr, et puis écrivain, ça se dessine, et puis c'est une envie. Et donc, je fais les deux en parallèle. Et donc, je fais des études de lettres. Je ne fais pas vraiment d'études de journalisme au sens d'école. Je ne fais pas d'école. Mais je travaille. En fait, quand j'aime quelque chose, je suis capable de développer une énorme volonté. Okay, et donc, je connais personne dans ce milieu, mais j'appelle tout le monde. Et je fais des stages, plein de stages, pendant mes études. Et donc, je fais mes études, mais j'ai toujours un truc à côté. Et puis, très vite, vers 18 ans, je propose des sujets. Je frappe à la porte de la rédaction. Je me souviens très bien, il y avait un magazine à l'époque qui s'appelait Glamour, qui était dirigé par une femme de presse très impressionnante qui s'appelait Anne Chabrol. Et je me retrouve à 18 ans dans son bureau à lui proposer des sujets. Elle rigole, elle était avec un grand photographe de mode à l'époque, qui est toujours un grand photographe de mode, qui s'appelle Mario Testino. Et dans son bureau, comme ça, j'obtiens un rendez-vous, je viens proposer un sujet, je sors mon classeur à idées. Et puis voilà, puis je me fais jeter, et puis je rentre par la cheminée, hop, c'est pas grave. Je fais plein de stages, je rencontre plein de gens, et puis progressivement, 1 pige, 2 piges, 3 piges, et c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Et puis très vite, en licence, fin de la licence, début de la maîtrise, c'était à l'époque des canards de rue, on voyait beaucoup de sans-abri qui vendaient des journaux, et un journal qui s'appelle Fin de siècle, qui est en train de se monter, je rejoins l'aventure.
Et là, je deviens un collaborateur régulier de ce journal. Voilà. Et puis ensuite, vous partez dans la télé. Non, entre-temps, après, je pars dans le Bronx, je vis avec des franciscains pendant plusieurs semaines, je fais un reportage pour La Croix. Enfin, la presse écrite, ça continue. Hein. La presse écrite, ça a duré 10-15 ans avant la télé. J'ai commencé à travailler très jeune. Hein. Ouais. Et donc, la télé, ça arrive plus tard. Ça arrive vers 99-2000. Mais après, une expérience en presse écrite importante. Au Monde, au Figaro, aux Inrock, à Vogue, pour ce canard de sans-abri qui s'appelait Fin de siècle, enfin pour plein de titres. Tout était libre, un freelance, puis un peu de radio, différents médias. Voilà. Alors cette expérience chez les franciscains du Bronx, ça reste quelque chose de frappant pour vous? Ben, c'est une expérience unique au monde. Oui. J'ai presque envie de dire, je la recommanderais à beaucoup de gens. C'était il y a longtemps, on est en 92, 93. Oui. Donc ça date. Et à l'époque, il n'y a pas Internet. Donc il faut écrire des lettres de motivation, quoi. Oui. Des lettres. Voilà, bonjour, je suis un Français. Et il y avait déjà eu un sujet sur eux. Et j'avais une fiancée à l'époque. Et sa mère, ça l'agaçait beaucoup de voir tourner autour de sa fille. Elle disait, vous devriez aller faire un tour chez les franciscains du Bronx, ça vous ferait le plus grand bien, cher ami. Et elle me disait ça à moitié rigolant, mais c'était... Je disais, ah bon, parce qu'il y a des franciscains dans le Bronx. Ouais. Je sais plus c'est quoi ça. Et là, elle me tend un premier papier qu'il y avait eu sur eux, etc. Et donc, j'ai dit, mais moi, je veux faire un reportage sur eux. Et comment on fait quand on n'a pas un bal et qu'on n'a pas de contact et qu'on ne les connaît pas. Et j'ai trouvé leur adresse, je les ai appelés. Ils m'ont dit écrivez-nous, je leur ai écrit. Et ils m'ont dit rendez-vous tel jour, telle date sur le quai de la gare à New York, on viendra vous chercher. Et on a vécu un moment ensemble de dingue, mais dingo. Parce que, alors là, c'est même pas une question c'est des gens qui arrivaient de tous les univers. Il y avait des anciens policiers, des anciens joueurs, des anciens musiciens, des anciens sportifs, des anciens mecs de Wall Street, des millionnaires. Il y avait tout. Ils avaient tout donné. Ils avaient tous une révélation. La foi leur a été tombée sur la tête, disait-il. Comme moi, elle est passée juste à côté. J'étais là, voilà, mais incroyablement de conviction. Et ils ont consacré leur vie à Saint-François, et ils sont devenus franciscains. Et donc, chasteté, obédience, pauvreté, donc ils sont dénués de tout ce qu'ils avaient. Il y a eu pas mal de SDF à un moment, quelques mois à New York, qui ont été vécus habillés en Armani et autres marques de luxe à l'époque, parce que le franciscain en question avait tout donné et distribué sa collection, sa garde-robe dans la rue. Et j'ai eu des gens... Enfin, c'est des gens fantastiques. Et alors, on faisait deux choses. On s'occupait des gamins la journée, c'était pendant l'été. C'est vrai que dans le Bronx, il y a le plus grand marché de fruits et légumes, c'est l'équivalent d'un Rungis. On récupérait les invendus, distribution de nourriture, encadrement des jeunes. Et le soir, il fallait s'occuper des shelters, les abris. Donc, on récupérait, enfin, ils avaient monté des abris et ils récupéraient tous les chaérons du quartier, quoi. C'est-à-dire les âmes damnées, les gens qui n'avaient plus rien. Et la société américaine n'était déjà pas tendre à l'époque avec la pauvreté. Et donc des hommes, des femmes, des familles entières. Et on les nourrissait, on leur faisait à manger, et puis on les faisait dîner, et après on allait les border dans les dortoirs avec eux. C'était quelque chose. Et donc c'était un moment magique, quoi. C'était un grand, grand moment. Eh bien merci. On va passer à la deuxième partie de cette émission, les mots. Je vais vous donner 4 mots et puis à vous de les commenter ou de les éclairer à votre idée. Okay. À tout de suite. Nous sommes toujours sur KTO dans Lumière intérieure. Et le premier mot pour vous, Xavier Demoulin, j'ai pensé à perdu. Pour moi, être perdu, ça arrive. Ça fait de personne un être moins bien qu'un autre, d'être perdu. Et quand on se perd, il y a, en tout cas, j'en ai l'intime conviction, toujours
un moyen de se retrouver. La question, c'est comment se retrouver quand on se perd. Il y a plusieurs possibilités. Ça dépend évidemment de la sensibilité de chacun, mais je pense que beaucoup, je crois beaucoup au pouvoir des mots pour se retrouver. Je crois beaucoup au pouvoir de la littérature pour se retrouver. Je pense beaucoup au pouvoir de l'écriture pour se retrouver. Donc la lecture, l'écriture, le livre permet souvent de retrouver le nord quand on est un peu à l'ouest, quoi. Et comment est-ce qu'on se rend compte qu'on est perdu? On se sent mal, on est désorienté? C'est une bonne question. Parfois, on est perdu malgré soi, on ne s'en rend même pas compte qu'on est perdu. Et parfois, on pense que la situation est perdue, on perd espoir. Effectivement, parfois, on le matérialise par, on somatise, on est mal, on dort plus, on n'est pas bien, on est mal dans sa peau, mal dans ses baskets, etc. On a tendance à se réfugier parfois, je sais pas, certains dans les médicaments, la chimie, qui pour un truc pour dormir, qui un truc pour tenir, etc. Et en fait, il suffit juste d'essayer de toujours penser à se connecter à quelque chose en soi. C'est-à-dire qu'en fait, pas perdre de vue que la safe place, elle est à l'intérieur de soi, elle existe. Il y a une trappe à l'intérieur de soi qui permet de s'y réfugier, de retrouver un peu la paix, son souffle, son esprit, de revenir à soi, et quand on est perdu, donc de retrouver un tout petit peu son esprit, ses esprits. Ça commence par le corps. C'est exactement ce dont parle le livre, d'ailleurs. À l'intérieur de soi existe une trappe. Il faut savoir où elle est, il faut essayer de la trouver. Ça peut prendre une vie de la trouver, cette trappe. Et qui permet de se retrouver quand le monde extérieur nous a fait perdre le sens de l'orientation, parfois la boule, parfois nos idéaux, parfois nos amours, et que sais-je encore, quoi. Donc se perdre, ça fait partie de la vie, mais il ne faut jamais oublier qu'on peut se retrouver et que souvent la solution, elle n'est pas à chercher très très loin, elle est à l'intérieur de nous. C'est ça qui est fou. Ça vous est arrivé? Mais 1000 fois. Mais avant que je comprenne que la solution était à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai commencé par faire, à votre avis? On va chercher partout à l'extérieur des solutions. Exactement, et à en vouloir à la terre entière. Alors que non, si on attend que le monde extérieur soit aligné avec notre besoin intérieur, on sera malheureux toute sa vie. Ça ne marche pas. En revanche, si on se connecte à l'intérieur de soi et qu'on est aligné avec qui on est profondément et que ça ne concerne que nous, en réalité, ça peut nous rendre meilleurs avec le monde extérieur, et donc pourquoi pas changer le monde extérieur, et deux, on est beaucoup moins malheureux. Vous vous inquiétez, je crois, pas mal de l'intelligence artificielle que vous appelez le confessionnal du monde contemporain, le grand confessionnal du monde contemporain. Ça vous semble symptomatique des gens perdus, ça? Je préférais l'intelligence spirituelle à l'intelligence artificielle, mais visiblement, il n'y a pas eu la même notion de terme. Intelligence artificielle, ça dit ce que ça dit, quoi. Alors, je ne suis pas anti-IA, au contraire. Hein. Je m'intéresse énormément à la question, je regarde comment, voilà, les grands enjeux. Là où je suis sidéré, j'ai l'impression qu'il y a un tsunami qui arrive. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, la technologie. J'ai toujours aimé ça. Ce qui m'inquiète, c'est l'inconscience de beaucoup sur la puissance de ce qui arrive, l'impréparation de beaucoup en France par rapport à ce qui arrive, les conséquences que ça va avoir sur le marché de l'humain, et pas que sur le marché de l'emploi. Effectivement, quand on voit beaucoup de gens prendre du temps pour se confesser à ChatGPT au lieu de faire autrement, quoi. Ça dit quelque chose du monde dans lequel on vit. Donc ça dit des choses, c'est-à-dire voilà, quand on voit qu'une IA peut devenir la nouvelle meilleure amie, que des jeunes entament des liaisons avec des IA, que l'IA permet par exemple dans des pays pas si lointains que ça de ressusciter les morts et de parler avec eux, ça fait réfléchir, ouais. Et puis c'est une technologie entre les mains d'un tout petit nombre, et qui ont inventé une sorte de capitaliste court-termiste qui interroge aussi.
et qui pose la question des autres, de ceux qui vont rester à côté du chemin, ceux qui ne vont pas prendre le wagon, où est-ce qu'ils vont atterrir. Vous savez ce que je pense quand je me dis tout ça? Je me dis bon courage l'humanité. Et une fois de plus, je ne suis pas technophobe, au contraire, hein. Attention. C'est très très important de, voilà, c'est là, il faut faire avec. Après, ça pose 1000 questions, il faudrait 2 émissions comme celle-ci pour y répondre. Mais voilà, ça aura forcément des bons côtés, mais je trouve qu'on est à un niveau d'impréparation en France qui est hallucinant, quoi. Vous écrivez un livre qui s'appelle Le chemin des gens perdus. Et moi, en lisant le titre et en lisant le livre, j'ai pensé, est-ce que ça vous touche que la figure de Jésus de Nazareth dise « Je suis le chemin ». Est-ce que ça vous parle? Un homme qui a le culot quand même, de dire qu'il est lui-même le chemin. Il est lui-même le chemin des gens perdus. Bah, en fait, ça, moi, je me sens pas totalement... Ça me choque pas parce que... Mais moi, je rentre pas dans ce storytelling-là. C'est pas moi, je pense qu'il n'y a pas qu'un guide, il y en a plusieurs. Par exemple, d'ailleurs, dans le livre, c'est assez clair, je pense que la nature est le chemin. Oui. Alors après, si vous l'appelez Jésus de Nazareth, ok. Mais moi, je pense que la nature, par exemple, la nature est le chemin. Le jour qui se lève, c'est un chemin. Un lever de soleil, c'est un chemin. Un coucher de soleil, c'est un chemin. Je suis beaucoup plus panthéiste que vous, voyez. Moi, je vois du sacré dans la nature. Je suis très, très attaché à cette notion de sacré. Et donc, plus qu'un homme qui va dire « je suis le chemin », moi, je vois la beauté du monde comme un éventuel chemin à suivre. En tout cas, c'est le chemin que j'ai envie de suivre, c'est celui de la beauté. Le réel, en fait, vous apparaît tout entier comme un chemin. Le réel m'apparaît comme un chemin qui dit autre chose. Je pense qu'un arbre, par exemple, il relie le ciel et la terre, donc il a une fonction symbolique très forte, mais plus qu'une fonction symbolique, il a une fonction aussi, voilà, il nous pousse à lever la tête. Okay, donc, on peut avoir une vision à la fois prosaïque des choses et à la fois sacrée aussi. Vous comprenez? Donc, la nature, pour ça, c'est exactement ça. C'est un mélange de profane et de sacré permanent. Il y a énormément de spiritualité dans une forêt. Il y a à la fois dans le décor, dans les jeux de lumière, dans les variations, des choses qui se disent et qui s'entendent et qui se murmurent. Faut-il encore être capable ou en capacité ou en volonté de les écouter? Mais il y a un dialogue qui est possible avec la nature, un dialogue qui est possible avec le vivant, avec les animaux de la forêt, les animaux dans leur là c'est des chevreuils qui ont un rôle très symbolique dans le livre. Mais moi, par exemple, je suis souvent au contact des chevaux et je vous assure qu'on a un dialogue tout à fait possible. Et dans la forêt, et dans dans ce mélange d'horizontalité, de verticalité, de profane et sacré, il y a un dialogue qui est possible avec des gens qui ne sont plus là, avec des absents. Pourquoi pas? Alors, on va passer au second mot. Et ce second mot, c'est colère. La colère, c'est quelque chose de très sain, la colère, et en même temps de très humain, à condition qu'elle ne vous envahisse pas et qu'elle ne prenne pas toute la place. Je pense qu'il faut laisser une place à sa colère pour mieux l'identifier, l'évacuer et puis la filtrer. Le problème, c'est les gens qui sont en colère plus que tout, quoi. C'est ce que j'appelle la catégorie des Joe Dalton, vous voyez, pour caricaturer et me faire comprendre. Les gens qui ne sont que colère, c'est une tragédie, ça. Qui ont oublié de passer par la case apaisement. Non, la colère, c'est un sujet... moi, j'ai connu la colère. J'étais très, très en colère pendant longtemps. Je pense que quand j'étais enfant, d'ailleurs, c'était la colère qui m'habitait. Il y avait une colère quelque part. Mais ce qui est génial, c'est quand on arrive à l'apprivoiser, et puis à s'en défaire, à s'en départir, et puis voilà, et qu'on ne lui laisse plus la place pour se dominer. Il y a un épisode dans votre vie qui a suscité beaucoup de colère, je crois, le drame de la mort de votre petite sœur Sophie, où il y a une forme de colère contre Dieu et de rage de cette injustice. Alors, c'était pas ma petite sœur, c'était ma grande sœur. Et puis, oui, là, il y a forcément, on la connaît, cette colère-là, de l'incompréhension. Moi, elle a duré très, très longtemps. Mais c'est vrai que j'en ai voulu directement à Dieu
et tous les autres. C'est sûr. D'ailleurs, je n'aurais pas écrit ce livre-là si tout ça n'était pas arrivé. C'est quand même l'histoire d'un garçon qui cherche sa sœur dans la forêt. Bien sûr. Donc, à partir de quand on peut transformer sa colère en quelque chose de beau ou de joli? C'est là qu'intervient la question de la création, la question de l'écriture aussi. Et c'est vrai que moi, ça m'a pris du temps entre le moment où j'ai perdu ma sœur et le moment où ce livre est sorti. Il s'est passé de longues années. Et puis, la colère et la tristesse, elles ont tissé un tel lien sur ce sujet-là chez moi qu'elles m'ont rendu assez, parfois, dur sur d'autres sujets. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce nœud-là a empêché d'autres choses de se manifester, des choses plus douces peut-être. Et puis, avec le temps, comme dit la chanson, je ne sais pas, avec la beauté aussi, avec la consolation dans la nature, le vivant, les chevaux, les choses un peu plus grandes que notre nombril, et bien quelque chose se passe et puis ce nœud colère plus tristesse commence à se défaire et un jour il part. Et donc et à ce moment-là, on peut en faire quelque chose. Mais moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais j'en ai voulu à la terre entière, pas qu'à Dieu, je vous rassure. Mais on a le droit de crier sa colère. On a quand même le droit de la dire, de la sortir. Bien sûr qu'il faut la verbaliser, sa colère. Après, il y a manière et manière de la faire. Et puis, je vous dis, une fois de plus, les colères, une fois qu'elles sont évacuées ou qu'elles sont déjà verbalisées et formulées, on a déjà réglé 90% des problèmes. La pire des choses, c'est de garder en soi des colères. Qu'on s'interdit de verbaliser, ou qu'on s'interdit de crier, voilà, et de garder à l'extérieur un sourire de façade. Ça, c'est épouvantable. Ça crée ça, c'est la porte ouverte à la maladie, je pense. Ça prend une vie de se remettre et de trouver la paix? D'un chagrin pareil, ouais. Bah oui. Ça prend une vie de se remettre. Y a certains chagrins qui prennent une vie pour s'en remettre, ouais. Et parfois, mais quand je dis ça prend une vie, ça dépend de votre humanité, mais oui, il y a des choses qui prennent une vie à cicatriser. Après, il y a aussi, dans le processus de cicatrisation, des belles choses qui viennent comme ça panser les plaies. Et quand on commence à comprendre et à réavoir le regard pour accueillir les belles choses, c'est que le processus de guérison est en bonne voie. Mais s'émerveiller des belles choses, de la beauté, dans un monde aussi difficile que celui d'aujourd'hui, qui est un monde dégueulasse, ne pas perdre de vue qu'il y a quand même encore, ne serait-ce qu'en ouvrant sa fenêtre, la possibilité d'apercevoir à travers, je me répète, la nature et le vivant, des lueurs, de la beauté, de la sécurité et des raisons de moins s'en faire, c'est pas mal quand même. Alors, le troisième mot, c'est, on l'a déjà effleuré pas mal, hein. C'est foi. Foi. Vous savez, la foi, c'est un truc qui est très, très, très connoté. Moi, j'ai la foi en l'humanité. J'ai la foi en la beauté du monde. On vient d'en parler. J'ai la foi pour les gens que j'aime. Je crois en eux. J'ai la foi en mes filles, en ma femme, en mes enfants, en moi, en ce que j'aime. Voilà. Donc la foi, c'est pour vous quelque chose qui nous relie à quelque chose de sûr, qui nous décevra jamais. Non, c'est ce qui nous relie c'est ce qui nous donne de la force, la foi. Mais c'est pas la foi au sens religieux du terme, comme on peut peut-être l'entendre ici souvent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'Église, la foi pour moi. C'est pas. Moi, je suis assez punk par rapport à mon rapport à la foi. Faut pas m'en vouloir. Moi, la foi, elle est en la vie. C'est la foi en la beauté du ciel, la foi, je vous dis, en la forêt.
en la littérature, en l'écriture, aux gens que j'aime, et en moi, en ma safe place, en ma structure personnelle forte, en ma colonne vertébrale. Et puis, ouais, en quelques autres aussi. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, ça m'a amusé parce qu'on voit la place de la nature dans votre vie. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure de Saint François d'Assise que vous aviez un peu découvert chez les franciscains du Bronx. Au fond, ça vous parle, ce dialogue avec les animaux, cette conversation avec la nature, cette unité avec la nature? Ben moi, c'est un temple. Hein, là. La nature est un temple de vivants piliers, laisse parfois t'échapper de confuses paroles. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Baudelaire dans Élévation. Et je pense qu'il avait tout compris. Et puis plus tard, après Baudelaire, d'autres gens comme Christian Bobin, par exemple, l'ont verbalisé aussi. La nature, pour moi, c'est un monde et c'est un médicament formidable. Pour ceux qui auraient besoin de trouver un truc pour aller mieux, dans cette période, encore une fois, assez sombre et compliquée, la nature, c'est le meilleur antidépresseur. Et en plus, c'est bon pour la santé. Et en plus, voilà. Et puis l'œil, si on sait de se poser, si on sait revenir à soi au moment où on est dans la nature, au présent, quand on est dans la nature, en oubliant ce qui s'est passé hier, ce qui se passera demain, ses peurs, ses déceptions, ses craintes, ça fait beaucoup de choses. Hein. Dans un petit panier, on met ça dans le coffre de la voiture, on va dans la nature, on se reconnecte à soi, je vous jure qu'on en sort meilleur humain. Puis si en plus on croise un chevreuil, des chevreuils, non mais tous nos sens sont sollicités dans la nature et on oublie ça. Et la nature, elle devrait être apprise à l'école. Je ne comprends pas ce que fait ce système à ne pas enseigner la forêt aux enfants. Je comprends pas. C'est une matière incroyable quand même. Vous n'avez jamais pensé à être prof? Pardon? Vous n'avez jamais pensé à être prof? Non, une fois de plus, j'ai un rapport tellement phobique à l'école. Oui. Franchement, parce que même si j'ai été réparé, je suis rentré au garage de la bienveillance, de l'intelligence et à l'âge de 16 ans, on l'a dit tout à l'heure, j'en sors pas moins de là. J'ai un rapport ultra traumatique à l'enseignement scolaire, quoi. Donc, non, l'école, non. Mais je trouve que quand même, la forêt, ça devrait être une matière, quoi. Le vivant, ça devrait être une matière. Bon, il y a la science de la vie et de la terre, vous allez me dire, ok. Mais il faut emmener les mômes en forêt, leur apprendre. Voilà. Il y a une forme de prière là, dans une forêt? Mais la prière, elle est partout. Hein. Elle n'est pas obligée d'être. Elle peut être dans la forêt, elle est à l'intérieur de soi, elle est quand on lit quelque chose de beau. Je pense que la beauté, elle amène quelque part à un réflexe naturel de prière, parce que qui est un acte de reconnaissance de quelque chose, qui vous prend les tripes et qui vous met dans une émotion telle que vous vous retrouvez, sans le savoir parfois, en situation extatique et donc en situation de balbutier des choses qui peuvent être plus ou moins, devenir une prière. Moi, je crois énormément au pouvoir, comment dirais-je, radioactif, dans le bon sens du terme, des prières qu'on peut faire malgré soi. La prière, c'est quelque chose d'abord de formalisé, il y a un cadre pour ça, bien sûr, mais on peut aussi arriver à se surprendre à prier malgré soi. J'ai déjà vu ça, c'est pour ça que je dis ça. C'est tout à coup le cœur qui se met à chanter ou quelque chose comme ça? Quelque chose qui commence à palpiter, qui est en dehors de tout protocole, attention, hein, de récitation, de mots, etc. Non, on est dans quelque chose de ressenti. Et j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça chez des gens, dans certaines circonstances. Et moi, je l'ai déjà vécu aussi, personnellement. Je l'ai vécu beaucoup enfant. Je me souviens très bien de ça. Quand je jouais à regarder la course des nuages petits, allongé dans l'herbe, je vous promets, j'ai eu ces sensations-là. Donc le cœur qui se met comme à prier malgré soi. Ouais, en tout cas, face à l'éblouissement ou être renversé par quelque chose de vraiment où on est dans une espèce de rapport à la beauté qui vous électrise. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose de la joie aussi? Et de la joie. La joie, ça met plus de temps. Mais le rapport à la joie, il vient avec le ressenti. Moi, j'ai besoin d'avoir par exemple, avec les chevaux, ils sont capables, dans tout ce qu'ils vous donnent, parce qu'ils vous donnent énormément,
de vous amener ce que vous venez de décrire, de la joie. Parce qu'ils vous mettent dans un rapport, cet échange avec l'animal, ce donnant-donnant, bon, ce sont des miroirs de nous, mais quand quelque chose se passe, une connexion se passe avec le cheval, avec l'animal et vous-même, ouais, là, ça peut vous amener à de la joie pure. Et la prière, est-ce que c'est s'adresser à quelqu'un quand même, pour vous? Ben, à défaut de s'adresser à quelqu'un, ça peut être pour quelqu'un. Moi, j'aime bien rentrer dans les églises. Je suis allé à Assise l'année dernière avec ma femme et tout. On a passé... j'ai adoré, quoi. Assise, en Ombrie, en Italie, c'est incroyable. J'ai jamais... Je sais pas, j'ai dû m'asseoir dans plus d'une centaine d'églises par jour, mais j'adore ça. J'adore m'asseoir dans une jolie église et regarder et attendre, etc. Et alors là... ouais, la prière, elle peut être pour les autres, mais je pense qu'une pensée pour quelqu'un, si elle est faite avec ferveur, peut devenir prière. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cette prière? Moi, je pense qu'on peut évidemment être entendu par beaucoup de gens à distance, sans forcément les avoir en face de nous. Je ne dis pas que je crois qu'il y a quelqu'un en haut qui reçoit ma prière et qui va ensuite la renvoyer pour exaucer mon vœu. Non, non, je pense que c'est quelque chose d'assez quantique là-dessus, que ce qu'on envoie à travers l'intensité, par exemple, d'une prière, peut être ressenti à plusieurs niveaux. Alors peut-être par quelqu'un de là-haut, ça c'est le mystère, et ça appartient à chacun, d'accord? Mais aussi par celui vers qui la prière est destinée. Comme si on était reliés, très profondément connectés un peu les uns aux autres. Mais moi, je pense qu'on est connectés les uns aux autres. Cette connexion-là, elle faut pas. Si on va la chercher et si on l'allume, on peut tout à fait être connecté avec les autres. Tout est une question d'attention et d'intention. Si vous y mettez de l'intention, de l'attention, vous pouvez très bien vous relier avec quelqu'un qui n'est pas là, dans la même pièce que vous, qui est à plusieurs kilomètres et qui, voilà. Comme un réseau de communion mystérieux et invisible. Mais je pense que oui, mais j'ai déjà fait l'expérience une fois de plus, donc je vous dis, mais je trouve ça beau, moi, cette capacité. Et d'ailleurs, quand on écrit, on est connecté à quelque chose de plus grand que soi. Quand on arrive à ça, c'est un moment c'est une épiphanie de dingue. Quand tout d'un coup vous écrivez et que c'est vous, mais pas que vous, c'est quelque chose d'autre qui vient guider votre plume, c'est un sentiment extraordinaire. Une forme de grâce. Mais oui, vous l'entendez chez beaucoup d'artistes qui vous parlent de ça, que ce soit des musiciens, des écrivains, qui ne sont plus que les exécutants de quelque chose qui est au-dessus d'eux, quoi. Alors le dernier mot, Xavier Demoulin, c'est au-delà. Eh bien, au-delà, c'est toute l'interrogation et le mystère. On en parlait tout à l'heure de ce que dit aussi le chemin des gens perdus. C'est la question du livre, au-delà. Alors, dans au-delà, il y a plein de choses. Il y a déjà au-delà de soi. Donc, déjà, on sort de soi, on va vers les autres. Donc, j'aime bien cette notion-là, d'aller au-delà de soi. Y trouver peut-être des réponses ou amener quelque chose de bon, c'est-à-dire faire le bien. Et puis, il y a au-delà de la vie, quoi. Et l'au-delà, pour moi, là où j'en suis aujourd'hui, au moment où on se parle, après avoir écrit ce livre, je me demande si une certaine forme d'au-delà ne cohabite pas avec l'ici. C'est-à-dire que est-ce que la frontière est si poreuse que ça? Je pense qu'on est capable, notamment à travers la nature, d'être relié avec des éléments de l'au-delà. Et que parfois, une fois de plus, on peut traverser une forêt en regardant ses pieds et en pensant à autre chose, ou on peut traverser une forêt en étant connecté. Et dans ces moments-là, on n'est peut-être pas à l'abri d'être relié à quelque chose qui pourrait ressembler à de la poussière de l'au-delà ou à des firmaments de l'au-delà. J'en sais rien.
Tout ça, c'est que des points d'interrogation. Hein. Je ne me permettrai jamais d'être dans l'affirmative et de vous dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, mais on sent bien que c'est votre intuition. En tout cas, quand on lit le livre, on a cette impression que le monde des morts touche le monde des vivants et que c'est l'expérience que vous avez faite. Pour moi, il y a une cohabitation permanente et je suis pas le... Voilà, et j'aime cette idée-là. J'aime cette idée de pouvoir parler avec mon père, mais vraiment régulier. Et puis j'aime cette idée aussi de se dire que parler à ses morts, c'est entretenir et continuer un dialogue autrement, quoi. Et une fois de plus, c'est non seulement les maintenir en vie autrement, mais on n'est pas à l'abri de les sentir avec nous. Enfin, relisez La part manquante de Christian Bobin, on en parlait. Lisez ce livre, vous verrez. On sent aussi fort dans votre livre que pour vous, la mort n'est pas une destruction, mais une forme de métamorphose. Total. Moi, j'ai l'intime conviction. Alors ça, c'est pareil. Hein. J'ouvre les guillemets. Attention, chacun fait ce qu'il pense, ce qu'il veut, etc. Moi, je pense qu'on arrive plus d'un quelque chose. Voilà, la vie terrestre pour moi, c'est un temps du repos dans l'éternité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on arrive d'ailleurs, on repart ailleurs, mais ce qui se passe sur Terre, c'est juste une petite parenthèse. Les gars, 90 ans dans le meilleur des cas, c'est rien par rapport à l'immensité et à l'éternité. Donc, il ne faut pas confondre le corps mort et l'homme mort. Donc quelque chose de l'homme mort demeure, quelque chose demeure vivant toujours. Et bien sûr. Mais quelque chose, c'est vous ou ce sera autre chose dans votre idée? Ça, on verra quand on y sera, jeune fille. Mais à date, déjà, juste de comprendre ça. Le corps mort n'est pas l'homme mort. Et quelque chose des autres continue après. En tout cas, moi, je suis dans cette envie-là, envie d'y croire et dans cette conviction-là. On vient d'ailleurs avant et on va quelque part après, qui est quelque chose de beaucoup plus infini que cette espèce de chose finitude très horizontale qu'est la vie terrestre, avec comme un livre, un début, un milieu, une fin, et toutes ces déceptions et tout ce manque et toute cette cruauté exprimée aussi souvent et tout ce rapport à la destruction. On n'est pas fait pour ça du tout, les humains, en réalité. On est fait pour la vie et la beauté. On est fait pour la vie et pour la beauté et la joie, surtout. Et quelque chose me dit qu'elle rêvera, peut-être sera encore là et encore plus là après. En tout cas, j'aime m'endormir le soir avec cette idée. Que la joie est devant vous. Et que la joie, la beauté et la lumière et tout ce qu'on vient de se dire depuis tout ce temps-là, elle est ici et là de manière épisodique dans notre vie terrestre, mais qu'elle sera beaucoup plus permanente ensuite. Qu'elle sera définitive. Appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, moi, c'est mon moteur dans la vie. La lumière, la beauté. Et la joie. Et la joie, et le ressenti de quelque chose de plus grand. Merci beaucoup, Xavier Desmoulins. À tout de suite pour conclure cette émission. Nous sommes toujours sur KTO dans Lumière intérieure avec vous, Xavier Desmoulins. Vous avez vécu comment cette expérience des mots? Très bien. Enfin, j'ai vécu... Comment on peut la vivre mal, cette expérience? Il y en a qui vous disent je l'ai vécu un cauchemar, j'ai pas aimé du tout, c'est un trauma intense. Non, c'est des jolis mots et, qui correspondaient à la fois à ce livre, Le chemin des gens perdus, et puis à mes centres, à ce qui me meut aussi. Est-ce qu'il y en a un de ces mots que vous avez aimé davantage ou qui vous parlait plus? Peut-être que le premier, perdu, j'aimais bien. Je trouve que c'est un mot qu'on a un peu tendance à enfermer dans une seule catégorie, qui n'est pas forcément quelque chose de descendant comme mot. C'est aussi un mot ascendant, quoi. C'est un mot qui peut finalement révéler plus de surprises qu'on ne pense. Il n'est pas définitif, ce mot, en tout cas. Oui, peut-être que si nos téléspectateurs se sentent perdus ce soir, vous avez envie de leur dire confiance. Surtout...
il y a une petite trappe en vous, vous allez la trouver peut-être, je vous le souhaite en tout cas, où il y a une boussole. Et ce boussole-là, ben, c'est votre... c'est qui vous êtes profondément, en fait. C'est pas la personne qu'on attend que vous soyez, c'est pas la personne que vous pensez être ou que vous avez envie d'être, c'est celle que vous êtes là, à ce moment précis. Donc soyez celle-ci, et vous allez vite retrouver le chemin. Enfin, il y a des chances, en tout cas. J'en suis sûr. Mais il y a toujours un espoir. Il faut juste trouver cette petite boîte à l'intérieur de soi. Elle n'est pas que à l'extérieur, elle n'existe pas dans le commerce, quoi. On sent ça un peu dans vos personnages. Ils le trouvent, cette trappe, ils la trouvent plutôt après la mort. Ouais. Et on a le sentiment d'ailleurs que vos personnages ont le recul sur leur propre vie et peuvent en réaliser le vide, les manquements a posteriori. Bah parce que c'est un livre sur l'acceptation. C'est un livre sur le pouvoir de l'acceptation, sur la difficulté parfois de l'acceptation. Donc il y a une forme d'acceptation des ratés, des loupés de sa propre vie. Oui, d'accepter qui on est, là où on en est, accepter ces 4 personnages perdus dans une forêt qui, pour s'en sortir, vont devoir affronter leur vérité. Donc, affronter sa vérité, ça ne fait jamais du bien, c'est pas toujours facile. Mais quand on accepte de l'affronter, sa vérité, et qu'on arrête de se raconter des histoires, et qu'on s'accepte comme on est, il se passe des trucs. Vous parlez de l'au-delà, en fait, comme du monde des limbes. Vous dites ça à un moment. Non, alors c'est pas l'au-delà comme les mondes des limbes en termes définitifs. C'est le passage vers l'au-delà qui est un monde des limbes. D'accord, donc là, ils sont dans un monde des limbes. Et vous pouvez aussi carrément griller et tuer le suspense du livre et tout dévoiler. Je dis juste que ça me tracassait de me dire, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Non, ça, vous savez pas. Non, moi, il y a un texte que je trouve magnifique qui s'appelle Le livre des morts tibétains, avec le chant du bardo. Et le chant du bardo, c'est un chant qui accompagne les morts dans différentes étapes. Parce que là-bas, dans plusieurs cultures, on pense que les morts, au moment où ils ne sont plus là, ils partent sur un voyage avant d'arriver à une libération qui est, pour aller vite, se décompose en plusieurs étapes. D'accord. Et ce chant-là, qui accompagne les morts, les aide à passer les différentes étapes pour arriver à la libération finale. Donc, les limbes que vous évoquez sont dans le moment du passage. D'accord. Et parfois, il faut accepter, avant de se libérer de quelque chose de trop lourd en soi, de traverser des forêts et de vivre dans ces forêts différentes étapes qui vont vous amener ou pas ensuite, après, enfin, à la libération. Donc cette libération, elle est devant nous. Elle est devant nous, exactement. Mais il faut accepter de passer certaines étapes. Un peu douloureuses. Et parfois, elles sont accompagnées, dans le livre des morts tibétains et dans ce chant-là, dans le chant du bardo, c'est des chants qui accompagnent pendant X jours, entre 7 et 20 jours et 19 jours de la mort de quelqu'un, ça sont des fins et ses proches chantent ça pour le faire passer de l'autre côté. Mais c'est intéressant cette notion de qu'est-ce qui se passe juste après. Est-ce qu'on passe comme ça de l'autre côté? Ou est-ce qu'au contraire, il y a plein de théories. Ça évoque un peu le purgatoire, votre affaire, quand même. C'est pas le purgatoire, oui. Pourquoi? Si, on peut dire ça, mais après, ça dépend. Il y a des chemins qui sont plus faciles que... On peut mettre un autre mot, mais ça dit quelque chose de ça. Ça peut être ça, mais ça dépend de quoi. C'est pas par rapport nécessairement à l'attitude qu'on a pu avoir, ou c'est lié à l'attitude qu'on a pu avoir, j'en sais rien. Ils en prennent un peu conscience, quand même. Je dis, ils en prennent un peu conscience. Ouais, c'est pas bête de faire cette analogie-là. Merci. Je vous en prie, je vous mets un bon point. C'est pas mal, un petit 11,5, ça va, ça? Vous n'êtes pas généreux. Non, mais si, je suis très généreux, je vous mets 20. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces étapes-là, pour la libération de l'âme, le purgatoire, c'est un côté définitif, quoi. Vous voyez? Non. Non, mais je veux dire par là... C'est un passage, précisément. Oui, ce passage-là... C'est une attente d'autre chose. Ouais. En fait, vous nous avez écrit un livre sur le purgatoire. Peut-être que c'est un livre sur le purgatoire. C'est super sexy. Que c'est un livre hyper catho, en réalité. Oh là là. Merci Xavier Dumoulin. Je rappelle donc votre actualité, Le chemin des gens perdus. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Merci Xavier Dumoulin. Merci. Merci d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir parlé de ce beau livre et de cet avenir qui nous attend. Ou pas. J'espère que si.